Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Votre actualité, alors il y en a beaucoup, mais il y en a une en particulier demain. Cette manifestation avec 220 associations et syndicats. Le thème, c'est contre le racisme et l'extrême droite. Alors vous dites dans votre appel de la France Insoumise que le gouvernement Bayrou-Retailleau est contaminé par les idées racistes de Le Pen et Bardella. Est-ce qu'on doit comprendre que ce gouvernement, selon vous, mène une politique raciste ? En tout cas, il est évident que lorsque l'on parle des personnes de confession musulmane dans notre pays, matin, midi et soir, notamment là avec la question du voile dans le sport, auquel nous sommes complètement opposés sur l'interdiction de pouvoir faire du sport lorsque l'on est voilé. Lorsque vous avez un ministre de l'Intérieur qui parle comme sous Vichy de français de papier, de belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques pour les jeunes des quartiers populaires, il y a une responsabilité historique de la Macronie dans la montée de l'extrême droite dans ce pays. Et il y a juste à se rappeler qu'en 2017, lorsque Emmanuel Macron a été élu président pour la première fois, il y avait seulement 8 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. En 2022, c'est 89 et en 2024, c'est 142. Donc pour battre l'extrême droite, il faut aussi tourner la page de la Macronie. Donc à ma question sur la politique du gouvernement, vous répondez oui, en partie, il mène une politique Oui, raciste. Je pense que lorsque vous entendez des propos de M. Retailleau ou lorsque vous voyez la loi immigration qui a été faite par M. Darmanin avec pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, une loi immigration qui est passée avec les voix de l'extrême droite et du programme directement issu de celui de Jean-Marie Le Pen avec la préférence nationale, ça s'appelle effectivement poser des actes ou des paroles racistes. Alors depuis quelques jours, vous vous dites, parce qu'on vous pose souvent la question, agacé par la polémique autour de l'image que vous avez diffusée puis retirée de M. Hanouna par rapport à cette manifestation, que certains ont qualifiée de répondant à des codes antisémites. Par exemple, il y a la droite et l'extrême droite, mais il y a aussi le Parti socialiste. Monsieur Olivier Faure vous demande sur ce sujet-là des excuses. J'ai l'impression qu'il va attendre longtemps. Écoutez, vous avez un visuel qui maintenant fait la polémique depuis 10 jours et qui aujourd'hui, puisque vous l'avez très bien dit, la France Insoumise l'a retiré immédiatement, n'est relayé que par l'extrême droite et par la presse. Moi, je suis venue ici pour parler d'une manifestation, d'une marche à l'appel de 220 organisations qui aura lieu demain dans un contexte où tout le monde sent à la fois l'offensive de l'extrême droite au niveau international, de Trump à ravir Milei jusqu'à l'AfD, par exemple, l'extrême droite allemande, qui font ouvertement référence à des codes nazis, donc c'est ça l'enjeu, et une offensive qui existe aussi dans notre pays avec de plus en plus des nervis d'extrême droite qui se sentent en impunité et qui vont tabasser dans les rues. D'où l'importance d'une riposte populaire. Et moi, j'invite toutes celles et ceux qui ne cessent de vouloir taper sur la France Insoumise, de comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu dans notre pays, c'est non seulement comment battons l'extrême droite, mais aussi l'unité du peuple français. Et vous savez, nous sommes des humanistes qui refusons à tout moment les discriminations liées à l'appartenance religieuse, à l'origine réelle ou supposée, à l'orientation sexuelle ou encore au genre. Mais ma question avait un rapport avec la marche. Vous n'avez pas peur que ce message que vous venez de rappeler soit parasité par cette polémique? Est-ce que ça ne vous isole pas dans une démarche que personne ne conteste à gauche, globalement, mais vous met un peu à part à cause de cette polémique? C'est pas la polémique, le sujet, c'est est-ce que ça ne parasite pas le message de la marche? Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le visuel. Peut-être, par ailleurs, y a-t-il une limite aux polémiques qui est que les gens, du coup, ont compris qu'il y avait des manifestations le 22 mars partout dans le pays. Et je le redis encore une fois, seules les mobilisations populaires peuvent permettre de battre l'extrême droite. Et la leçon de juin et de juillet dernier, c'est non seulement que ce sont les quartiers populaires, la jeunesse de ce pays, les militants associatifs, syndicaux et politiques qui ont sauvé la République de l'extrême droite au moment où tout le monde disait, 27 sondages sur 27, que l'extrême droite allait gagner. Et je crois qu'au-delà d'une polémique qui fait effectivement beaucoup parler dans les médias et dans les réseaux d'extrême droite, tout le monde comprend que ce qui est en jeu est bien plus grand qu'un visuel qui a été fait avec d'autres figures et relais d'extrême droite. Alors, autre sujet qui agite en ce moment le pays, autre polémique, c'est le rapport entre la France et l'Algérie. Votre collègue David Guiraud, député de la France Insoumise, a dit mercredi à l'Assemblée que c'est le gouvernement qui agresse l'Algérie et non pas l'inverse. Vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce que
cette agression de la France vers l'Algérie? Nous avons un problème en France qui s'appelle M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur dont je parlais juste avant, qui, de fait, utilise l'ensemble des prétextes possibles pour hausser le ton avec l'Algérie et pour mener à une escalade qui vise finalement à des intérêts personnels, c'est-à-dire notamment à servir le congrès de M. Retailleau et des Républicains. Vous dites qu'il se sert de ce dossier pour oui, je le dis, à la présidence et les relations avec l'Algérie sont trop précieuses, non pas à être au service justement d'intérêts politiciens. Et donc, nous voulons continuer à avoir des liens forts avec les peuples de l'autre côté de la Méditerranée, à travailler sur la coopération, notamment face au plus grand défi du XXIe siècle, qui est le fait de garder un écosystème compatible avec la vie humaine. Et vous le savez, la Méditerranée elle-même est menacée. Il y a des enjeux de coopération sur la question des incendies, sur la question de la sécheresse. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait un incendiaire qui s'arroge des prérogatives que la Constitution ne lui donne pas, parce que M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il n'est pas président de la République. Donc maintenant, ça suffit, cette escalade, voilà ce que nous disons. Alors, il y a au cœur de cette polémique le sujet des OQTF, obligations à quitter le territoire français, mais il y a un triste enjeu, c'est le sort réservé à l'écrivain Boualem Sansal. On a appris hier qu'il avait été requis, je précise, 10 ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale. Certains vous reprochent de ne pas réclamer sa libération assez fort. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, après avoir appris ce réquisitoire? Que ce réquisitoire n'est pas acceptable, que nous avons demandé et que nous continuerons de demander la libération de Boualem Sansal, mais je veux juste vous alerter sur le fait que faire monter la pression à tout va, de manière publique, en faisant cette escalade dont je parlais juste avant, que nous trouvons irresponsable. Eh bien, je crois que ce n'est pas la bonne manière d'aider à la libération de Boualem Sansal. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la diplomatie, et c'est par la diplomatie que nous pouvons réussir à libérer Boualem Sansal, qui par ailleurs, je le rappelle, est malade et donc ne devrait pas avoir en aucun cas sa place en prison. L'ensemble des sujets, que ce soit pour l'écrivain, pour les OQTF, pour vous, tout est du ressort de la diplomatie? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a une question évidemment de respect du droit entre des pays, mais par exemple, l'Algérie a le même taux d'acceptation des obligations de quitter le territoire français, donc de laissez-passer consulaire, que le Maroc, que la Tunisie ou encore que le Mali. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une focalisation telle sur l'Algérie, si ce n'est que certains veulent raviver des tensions que nous ne voulons pas vivre? Et je vous alerte quand même sur l'ambiance dans ce pays quand vous voyez que votre confrère Jean-Michel Apathy a été sanctionné uniquement pour avoir rappelé des faits qui sont des faits historiques attestés par des historiens sur les crimes coloniaux français en Algérie pendant les 132 ans de colonisation. Alors, on n'aura pas le temps de détailler tout cela, mais je voulais vous faire parler de, j'allais dire, feu du conclave. Est-ce que pour vous, c'est terminé cette négociation après que le Premier ministre ait rappelé qu'il ne fallait pas imaginer revenir aux 62 ans avant la réforme d'Elisabeth Borne? Vous n'y croyiez pas déjà au départ? Pour vous, c'est terminé, c'est une bonne chose, ou est-ce que c'est encore possible de négocier? Mais dès le départ, effectivement, nous pensions que le conclave était une arnaque. D'abord, certains syndicats n'y étaient pas. Par exemple, la FSU, premier syndicat dans l'éducation. C'était seulement une concession au Parti socialiste pour vous, seulement? Oui, enfin, vous avez eu des promesses et ensuite, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et à la fin, vous vous retrouvez avec une promesse qui a été faite au Parti socialiste où vous vous rendez compte que c'est une arnaque. FO a quitté, la CGT a quitté, n'a plus aucune légitimité. Et un Premier ministre qui non seulement parle d'équilibre budgétaire alors que c'était justement normalement l'argument qui a été fait pour voler 2 ans de vie aux Français, mais qui en plus de ça explique qu'il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Eh bien, n'en déplaise à M. Bayrou, si son conclave est une arnaque, il reste une solution pour abroger cette réforme dont personne ne veut dans le pays. Cela s'appelle le vote, et nous avons une majorité dans le pays immense pour abroger cette réforme, mais aussi à l'Assemblée. Oui, mais vous savez très bien que s'il n'y a pas d'accord, ça n'arrivera pas au Parlement. Donc, vous parlez de l'Assemblée et d'un vote. Mais quel vote? Nous, on avait présenté, par exemple, dans notre niche parlementaire, l'abrogation de la retraite à 64 ans. Tout à fait. Ils nous ont empêchés de voter. Mais vous savez, ils ne pourront pas, à tout moment et à chaque instant, nous empêcher de voter. Donc, nous réussirons à abroger cette réforme de la retraite, qui, par ailleurs, appelle vraiment à l'enjeu de la vision de la société que nous avons, notamment sur la civilisation du temps libéré, puisque aujourd'hui, 40% des maires sont des retraités, 50%
50% des présidents d'associations sont des retraités et même un tiers des bénévoles de ce pays, c'est-à-dire 3 millions de personnes. Alors très rapidement, on a appris hier comment le gouvernement comptait tenter d'essayer de financer l'effort de défense. Vous pensez quoi de ce fonds public qui permettrait aux Français de participer à cet effort? Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est absolument pas ça qu'il faut faire? Rapidement, pardon. C'est indigne parce que c'est le retour de la souscription et vous avez un gouvernement qui non seulement a gelé 9 milliards de crédits supplémentaires, dont 1 milliard sur l'assurance maladie, mais en plus un gouvernement qui refuse toujours de taxer les riches alors que ces riches ne cessent de s'enrichir sur le malheur du peuple français. On aura compris, c'est pas donc une bonne solution pour vous. Merci d'être venu sur France Info, Mathilde Panot. Merci beaucoup Serge et merci à Mathilde Panot d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été dans la matinale de France Info qui se poursuit dans un instant avec un nouveau journal avec Brigitte Boucher. D'abord le temps, à tout de suite.